tous, bonjour à ceux et celles qui nous écoutent. Nous sommes donc Amaury, Serge et moi-même d'Annefield, et nous allons vous parler aujourd'hui de l'approche de la perception d'autrui en neuroconnectique. Alors, plus finement, mais attention, les termes vont être explicités et réexplicités. La perception de l'autre en tant qu'auto-observateur, pilote, observateur. Nous allons revenir évidemment sur ces termes, mais gardez l'objectif premier, donc l'approche de la perception d'autrui en neuroconnectique. Alors Amaury, tu nous as proposé une palette d'orientation de réflexion. Alors, soit je vers autrui, écouter, observer l'autre, écouter l'autre avant de parler, observer l'autre avant de s'auto-observer, d'auto-observer soi, et photographier l'autre pour pouvoir stopper mieux soi-même. Alors, je t'invite à lancer un peu la réflexion, ta réflexion, et puis Serge et moi-même allons rebondir, et tu vas rebondir sur les rebondissements, et nous avancerons. Ouais, c'est né donc de la conversation précédente qu'on a eue tous les trois, où après cette conversation et en état de stoppage à travers ma journée, alors que j'étais sur mon lieu de travail, je me suis rendu compte qu'il y avait en fait une prise de conscience probablement dans l'espace, mais de l'existence des gens autour de moi. Et en conversation après avec les gens avec lesquels je travaille, à nouveau des stoppages, mais qui apparemment, en tout cas ce que je percevais moi, étaient plus des stoppages qui d'abord mettaient en exergue la personne en face de moi. Donc j'observais par exemple les mouvements, la position, un petit peu ce qu'on auto-observe dans les 6 premiers mois ou les premiers cours de neuroconnectique, mais un peu comme si j'étais en train de regarder leurs différentes neurofonctions en action. Et donc, c'est plutôt ce que j'appellerais une photographie qu'un stoppage, puisque je ne stoppe pas la personne en face de moi. Mais donc, ça m'a un petit peu interloqué, dans le sens où j'avais l'impression de sauter une étape, d'être le photographe plutôt que l'auto-observateur. Alors, c'est un peu comme le peintre néerlandais Rembrandt, célèbre, qui avait pu se peindre, il avait pris une méthode qui était inventée par une femme peintre de l'époque, dont j'ai oublié le nom, mais qui prenait un miroir et qui se regardait dans ses états, notamment états émotionnels. Et quand Rembrandt perd son petit singe qu'il adorait, qui avait été fait par des gens vraiment très sympathiques, il pleure, il est complètement déprimé, il est très triste, et il décide justement de prendre, on dirait aujourd'hui un instantané, donc il s'observe et il va pouvoir créer un autoportrait d'un soi-même extrêmement triste. Et donc c'est pas la joie ou la déjoie, on va dire la tristesse au sens d'une émotion fulgurante et rapide et courte durée, mais au contraire plutôt comme on a la joie sentiment et non pas seulement la joie et l'émotion primaire, eh bien on a aussi une sorte de tristesse sentiment, qui est une grosse tristesse profonde, longue, qui va durer des mois et des mois. Et en effet, quand tu veux attraper un instantané de quelqu'un, qui captures-tu? Et en fonction de qui es-tu, c'est-à-dire tu captures l'autre dans ce qu'il est et qu'il montre maintenant, ou tu captures l'autre dans ce qu'il est pour des mois ou des années, et quel est ton filtre à toi qui te permet de le capturer comme ceci plutôt comme cela? Parce que, juste petite fin de digression, il est vrai que on rencontre tous dans nos vies des gens qui sont souvent en défense et qui vont être le contraire de ce qu'ils sont profondément. Quand tu as l'individu qui parle beaucoup parce qu'il n'ose pas exprimer qu'il est un grand timide, ou elle est une grande timide, tu as l'individu qui va être coléreux ou qui va vouloir jouer le chef. En réalité, c'est quelqu'un qui est très gentil, mais qui se dit si je montre ma gentillesse, tout le monde va m'écraser. Alors, il faut que je montre que je suis coléreux, et ça devient une habitude, un mécanisme.
Et puis il y a aussi ceux qui vont avoir la tendance, je vais parler des chefs, qui ont été écrasés quelquefois, ils se disent absolument que je montre que je suis le chef, pour pas qu'on m'écrase, parce que si on voyait ma vraie nature, oh là là, quel enfer. Ça me rappelle ce que tu viens de... Pardon, Serge, je t'ai Non, je interrompu. voulais... non, mais tu vas pouvoir continuer. Non, je voulais juste donner un petit ajout concernant ce qu'est l'observation. L'observation, en général, pour nos auditeurs, l'observation, on va observer. Donc, on observe quelqu'un, on observe un paysage. Mais est-ce qu'on est encore avec nous-mêmes lorsqu'on observe, ou est-ce qu'on est sorti de nous-mêmes en termes de conscience? Et donc, on est happé par ce que l'on observe, et donc on n'est plus nous-mêmes. Et là, dans ce que nous évoque Amaury, c'est une observation tout en s'auto-observant soi-même. Donc, on est dans un travail de sortie-entrée. Voilà ce que je voulais ajouter. Vas-y, Amaury. J'allais dire ce que tu viens d'évoquer, Danfield, c'est en fait, il y a deux types d'observation de l'autre au moment de ces stoppages. Il y a l'observation des personnes que je côtoie, que je connais bien ou moins bien. Par exemple, un collaborateur, des gens que j'ai jamais rencontrés en face à face d'ailleurs, avec qui je travaille beaucoup à travers Zoom ou Skype. Et il y a aussi la perception de l'autre inconnu. Et avant que j'oublie, en fait, il me semble que j'avais dû mentionner ça auparavant, mais la perception au moment de l'observation, ou notamment ce qui va créer un stoppage, peut être par exemple un cri, un son, quelqu'un qui va me bousculer ou quelque chose qui va euh, interrompre, on va dire, un moment de calme, par exemple. Ou Amaury, il y a un an, probablement, la machine aurait probablement pensé qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que ces gens crient, pourquoi est-ce que ces gens vont bousculer. Alors que en tant que auto-observateur, je stoppe je me stoppe pour le coup, ça c'est moi qui m'auto-observe à ce moment-là. Et ça m'avait beaucoup marqué ce que tu m'avais dit, Danfield, en disant que les gens, par exemple, ne sont pas des pilotes, les gens sont formatés, donc sont dans une machine qui fonctionne parce qu'elle a été dans certains environnements. Et donc maintenant, dans le tas d'opto-observateurs, la première réaction, c'est, par exemple, peut-être que ce petit enfant a une douleur, peut-être que cette personne a une sale journée. Et donc, c'est plus tiré vers le verre est plein que le verre est vide. Donc, ça a profondément changé ma perception de l'autre, finalement, surtout l'autre que je ne connais pas. C'est presque un bouleversement, en fait, dans ma vie. Par exemple, pendant 40 ans, j'ai une espèce de pensée négative, automatique, alors que là, il y a une prise de contrôle qui permet de stopper et de dire, penser que c'est négatif ou positif, en fait, c'est complètement, j'ai pas l'information pour décider de ça. Donc, je décide. Alors, je me permets de revenir sur ce que tu disais, parce que nos auditeurs vont peut-être se demander, mais il emploie depuis le début le terme de stoppage. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est qu'un stoppage? Alors, soudainement, il nous dit la machine. Qu'est-ce que c'est que la machine? Alors, j'étais en train fortement de penser, voilà, alors que j'évoque ça, et à ce moment-là, tu m'as entendu, ton cerveau a entendu ma pensée, mais c'est assez impressionnant, et tu as quand même piqué, vous dites par exemple, le stoppage, je suis là devant quelqu'un, et il faut que je stoppe ma réaction. Donc là, tu étais en train de le définir à travers un exemple, puis la machine dans laquelle je suis qui commence à avoir tel comportement, donc commencer à définir la machine, mais je pense qu'on pourrait peut-être tout de suite définir qu'appelons-nous, nous, neuroconnecticiens, machine et stoppage, pour que des non-spécialistes, un peu comme un électronicien ou un généticien qui parle avec des mots abscons, qui d'un moyen qui écoute se dit, mais quoi parle-t-il celui-là? Donc, je donnerais comme définition peut-être, alors la machine, on se réveille chaque matin dans une sorte de grand singe, là, c'est moi, dans cette matière carbonée avec des bases azotées. Et ce grand singe, eh bien, il a trois grandes fonctions, on va dire.
pour simplifier, il y en a beaucoup, mais une fonction, on va dire, un ensemble de fonctions corporelles, on va dire un neurosystème corporel. On bouge les mains, on regarde, ça sort ou ça rentre. Bon. Un neurosystème émotivationnel, donc on reçoit des émotions. On est aussi capable d'être motivé pour créer des émotions chez autrui, d'ailleurs. Entrée-sortie, même mécanisme. Et puis enfin, eh bien, il y a aussi des réflexions et des cogitations parfois. Donc, on reçoit une information intellectuelle, quelqu'un parle, oh, c'est une bonne idée, et ça réagit, ça réfléchit, se fléchit à nouveau sur l'idée en question. Et parfois, disais-je, on est suffisamment intelligent pour même cogiter, cogito ergo sum, donc je pense donc je suis, c'est-à-dire créer, générer de l'idée nouvelle, là où il n'y en avait pas. De temps en temps, il y a des Einstein, c'est bien, ça peut servir. Bon, voilà. Donc ça, c'est ce qui peut expliciter, pour qui ne comprendrait pas notre langage, cette machine biologique et psychologique dans laquelle nous existons et dont on prend conscience. On a, tiens, ça écarte les mains en parlant, cette machine-là dans laquelle j'existe. Ou bien, tiens, je fais comme ça, en écoutant ces gens qui parlent, par exemple. Alors, le stoppage, c'est l'idée de pouvoir avoir un stop. Puis là, on arrête de parler, on arrête de penser, on arrête de s'émouvoir si on arrive jusque-là. Et évidemment, quand on arrête, on peut percevoir comment ça fonctionne, donc auto-observer, observer de l'intérieur cette machine biologique et psychologique qu'on vient de décrire. Et à partir de là, évidemment, eh bien, ça permet ce que tu rajoutais, c'est-à-dire en deux temps, d'observer l'autre. Parce que je me suis stoppé au lieu d'être ah oui, tu me dis ça, oui, mais non, je suis d'accord, mais alors là, il faudrait quand même que je lui parle aussi. Je stoppe ma pensée, je stoppe l'émotion, motivation qui allait derrière, je stoppe la langue qui était prête à parler, et je peux être à l'écoute réelle, complète, intense de l'autre. L'écoute des mots, blablabla, corporelle, l'écoute intellectuelle, ce que vous êtes en train de me dire, peut-être même l'écoute émotionnelle. Quelle est l'être, l'émotion, le sentiment peut-être qui traverse l'autre et qui l'amène à me parler de telle façon maintenant. Et évidemment, quand j'arrive là, je reviens un peu sur ce que je disais avant, il y a la possibilité à un moment ou à un autre de se dire, justement, je vais observer comment moi-même c'est capable d'écouter tout ça, comment moi-même ça peut réagir, et là on revient à ce dont on parlait avant, ça réagit avec tel ou tel filtre, dont on arrive à se libérer, plus ou moins, et on arrive aussi à comprendre les filtres qui sont chez l'autre. Juste, je voudrais un petit ajout comme tout à l'heure, mais pas le même. Donc, Amaury a parlé de contrôle. On ne contrôle pas la machine, on accompagne, on est pilote, on est à l'intérieur d'eux, et surtout, on laisse la machine réfléchir. On n'est pas là pour contrôler toute la machine, s'empêcher d'eux, s'empêcher de penser. On est là, s'empêcher de parler. On est là avec la machine, donc on est très conscient de ce qui se dit en nous, on est très conscient de ce qui se dit à l'extérieur de nous, et là, on est plutôt dans la maîtrise, l'accompagnement, et à ce moment-là, on se sent très présent à nous-mêmes et à l'autre, et il n'y a pas de contrôle, il y a juste une présence consciente. Sans péché, je rajouterais, si j'étais Serge, que justement, là, il n'y a pas de péché, ce n'est pas un cours de morale, c'est plutôt un cours de mécanique. On apprend à piloter l'avion, enfin, l'appareillage le grand singe dans lequel on se réveille chaque matin. Oui, mais moi, je préfère les nectarines, hein, mais bon, chacun ses goûts. Je suis avec toi, Serge. Voilà, et je peux peut-être aborder pour moi, le déclenchement en fait de ces observations, c'est que les différents cours qu'on a suivis que j'ai suivis depuis quelques mois, puisqu'on est en image, qu'on soit en personne ou en l'occurrence, je suis jamais en personne, mais en 2D. On a beaucoup travaillé sur des mouvements, donc c'est très visuel, hein, j'ai juste le son et le visuel. Et donc je démarre toujours par il y a une forme d'automatisation qui d'ailleurs n'est pas qui est la machine qui a automatisé ça.
mais de certains mouvements ou certaines positions qui automatiquement me rappellent, tiens, ça me rappelle le cours de neuroconnectique où on parlait de posture, et à ce moment-là, ça me rappelle de stopper, et donc ça crée le stoppage. Donc il y a une forme de... C'est vraiment très mécanique, il y a une forme de rappel qui me rappelle le stoppage. Au moment du stoppage, je suis en train d'observer l'autre. Donc c'est le premier, et là c'est vraiment de l'auto-observation où j'attrape ce qui se passe en moi, c'est-à-dire je vois le mouvement où j'entends la personne, et ensuite je capte, j'observe les différentes ou une ou plusieurs neurofonctions en soi. Et comme tu l'expliquais, on est en train de parler, on est en train de présenter une idée, on stoppe, et d'un coup, c'était exactement ça ce que tu décrivais. D'un coup, on peut se recentrer ou se calmer, ou je ne sais pas comment le décrire, et être présent, et vraiment, vraiment présent, plutôt que d'être autopiloté. Donc, on stoppe pas l'idée, on se stoppe, mais à l'intérieur d'une idée, mais on stoppe pas l'idée. C'est-à-dire que le stoppage permet d'être avec l'idée chaque mot. Donc, on peut même aller dans les pré-mots. On va pouvoir être le plus précis possible dans sa pensée, dans ce qu'on va donner à l'autre en termes d'arguments, de précision sur une problématique. Et donc, c'est ça aussi. Et puis, on va surtout prendre en compte l'autre. L'autre va-t-il me comprendre si j'emploie tel ou tel mot? Si, voilà. Et on est vraiment, on entre en interaction réelle avec l'autre, ce qui n'a pas lieu habituellement, effectivement, quand il n'y a pas ce stoppage, parce que la machine, entre guillemets, va débiter sa pensée sans prendre en compte l'autre et sans prendre en compte de qui est cet autre qui est en train de nous écouter. Voilà. Alors, quand tu parlais, Amaury, de stoppage à l'instant, quelqu'un en moi se disait, mais un auditeur inconnu qui nous écoute pour la première fois a peut-être besoin qu'on lui explique justement, parce que tu parlais de mouvement corporel, mais tu évoquais des cours de neuroconnectique, des cours pratiques, des travaux dirigés. Mais oui, autant dire à cet auditeur, en effet, dans ces travaux dirigés, eh bien, on est par exemple en train de parler, ah oui, vous savez, et puis soudainement, il y a quelqu'un qui va nous dire stop, et qui va nous dire prête attention au mouvement qui s'effectue à travers toi. Il y en a qui sont en train de parler, puis ah ouais, ah oui, j'étais d'accord avec toi, bon, par exemple, puis stop, ah oui, j'étais comme ça, ah, je ne savais pas. Et c'est là, en effet, qu'on peut habiter la biopsychomachine, la machine biologique et psychologique dans laquelle on existe, en disant, sur le moment, dans l'instant, voilà la machinerie corporelle en mouvement dans laquelle j'habite. C'est juste pour un effet pédagogique pour qui nous écoute par rapport à ce que tu viens de dire, Amaury. Et ça crée, encore une fois, pour moi, je l'utilise, c'est une stratégie de connaissance de soi finalement, et comme tu dis, on ne stoppe pas l'idée, mais ce que j'ai pu auto-observer, alors là, auto-observer la machine Amaury au moment de ces stoppages, c'était très fortement donc le mouvement intellectuel au moment du stoppage, c'est-à-dire dans une conversation, par exemple une conversation qui porte sur un sujet très complexe ou un sujet un peu difficile avec par exemple un groupe de personnes ou même avec juste une seule personne, il y a en tout cas ce que j'aurais décrit comme l'auto-observation, un ressassement ou une recherche de l'idée en périphérie, ou une forme d'un objet qui tourne sur soi-même très très vite, un peu comme un pulsar, je l'expliquerai comme ça, et qui en fait est une distraction par rapport à l'écoute de l'autre. Donc au moment de ce stoppage, il y a quand même une forme de décision qui, en auto-observant, en voyant ce pulsar, dit je suis pas en écoute active, ma machine est en train de
d'utiliser en tout cas une partie de son attention en étant en train de penser à l'idée qui va venir après. Donc, à ce moment-là, il y a une décision qui me permet, moi, de prendre le contrôle, de commencer à piloter, ou peut-être de prêter attention à cette activité interne, mais en étant plus présent par rapport à l'autre, et du coup, en étant vraiment en écoute active et en ayant vraiment une meilleure compréhension de l'idée qui est débattue. Donc je vois ça comme une grosse stratégie ou une très bonne stratégie de connexion en fait avec l'autre en face de moi. Je t'ai vu faire une grimace, Serge. Non, mais je voulais juste parler, tu as parlé d'une intervention devant un groupe, et j'étais en train de me dire que l'expérience que tu vas acquérir avec ces interventions, je dirais neuroconnectées, les interventions observatrices, et tout en étant observateur, tu vas créer une expérience, et cette expérience va te permettre, au fil du temps, alors tu vas être devant un groupe, la machine va savoir quel mot employer, parce que tu auras acquis cette expérience-là, et non seul, mais tu l'auras acquis en toi par cette présence. Mm. Parce que sinon, si tu es qu'un simple automate, comme nous l'avons signalé au début de cette vidéo, tu n'as pas cette présence. Et donc, tu n'as pas cette mémoire de toi, et cette mémoire des mots, et cette mémoire de ta façon d'exprimer, d'étayer une idée devant autrui et devant un groupe. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. C'est ça aussi que la neuroconnectique permet. Mm. Alors d'ailleurs, Serge, pour aller plus loin dans ton propos, il est vrai que tu évoques la mémoire de soi et la mémoire du groupe, donc mémoire individuelle et collective. Et dans la notion de mémoire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est la problématique fondamentale, c'est-à-dire que là, par exemple, je peux parler en étant simplement en train de me rappeler de ce que j'ai déjà dit à tel ou tel moment. Quel cas, j'active une mémoire. Mais c'est une mémoire, alors à long terme, parfois c'est ce que j'ai pu avoir comme réflexion avant, donc ce sera une mémoire à court terme, d'il y a 10 minutes. Mais par contre, ce qui peut nous intéresser, c'est une mémoire à ultra court terme qui sera développée dans le prochain livre collaboratif et que j'ai exposé très brièvement, en une petite vingtaine de pages, dans le précédent livre. Et là, c'est une mémoire qui nous appelle à ce qu'on pourrait être dans la mémoire de nous-mêmes maintenant, tout de suite, dans l'instant présent. Et à partir du moment où on éveille cette autre forme de mémoire, donc on éveille, on va dire, vraiment le pilote dans le pilotage automatique de l'avion, de la machine, eh bien, ça change tout. Parce que, au lieu d'être en train de me rappeler de ce que je voulais dire, eh bien, je me rappelle de moi, maintenant, qui suis en train de dire. Alors, ça crée une énorme distance. Je suis du temps identifié à qui j'étais, à quel rôle je jouais, quel personnage j'étais. Je suis simplement identifié à moi. Quasiment, on va dire que je suis désidentifié. Mais ce moi qui est là maintenant, qui peut mourir dans 10 minutes ou dans 10 secondes, il est très, très humble, très modeste, c'est qu'il peut mourir dans 10 secondes. En même temps, il a l'espoir d'exister intensément. Et à partir du moment où il y a cet équilibre-là, eh bien, ce que tu viens de dire, Serge, se manifeste. On s'aperçoit que notre cerveau, plein de ressources, et plus on grandit en âge, plus on en a, évidemment. Petit enfant de 5 ans, il y en a moins que l'adolescent de 15 ans. Eh bien, notre cerveau va nous dire, il faudrait dire ça, il faudrait penser comme ci. Attends un petit peu avant de répondre. Comme je disais, ce que tu as appelé une stratégie, mais qui est plutôt une tactique, en effet, c'est une riposte attentive, au demeurant une riposte graduée, c'est-à-dire selon ce que l'autre dit, je me positionne, ou peut-être pas tout de suite, ou je me positionne comme ça, ou pas tout à fait, ou il y a un tel qui va parler, je le laisse quand même parler, comme quand on est avec des petits-enfants et qu'on s'arrange pour les laisser gagner un jeu pour être sûr qu'ils prennent confiance en eux. Donc il y a toute cette pédagogie, en prendre ce terme, cette douceur, cette force en même temps, qui est donc dans cette autre mémoire. Donc c'est pas simplement, c'est quand on parle de mémoire, beaucoup de gens disent ah oui, 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 je me rappelle, j'avais déjà travaillé là-dessus. Non, non, j'ai la mémoire de moi-même qui suis maintenant en train de travailler. Oui. Et à partir de là,
C'est peut-être pas la mémoire de ce que j'avais avant, que je vais peut-être balayer en disant qu'elle n'est plus du tout adaptée. D'ailleurs, si les gens qui gouvernent en politique ou qui gouvernent les entreprises avaient des cours de neuroconnectique, eh bien, ils seraient peut-être capables d'avoir cette autre mémoire, cette mémoire à ultra court terme. Et donc, au lieu de se dire, ah oui, oui, on connaît la procédure, on va essayer tel protocole, qui est dépassé depuis 5 ans, depuis 5 mois, mais non, justement, on oublie et on est très vivant et très créatif pour créer maintenant, tout de suite, le protocole que notre cerveau est en train de nous dire comme étant le meilleur pour tout de suite. Oui, et ce que tu viens de dire se renforce au fil, et Amaury l'a dit tout à l'heure, au fil des décisions de stoppage. Et ça se renforce. On est là, on est là, on est très très présent. Et on contrôle rien, on est juste là, on est juste là pour être avec. Ni plus vite, ni plus lentement, on est là. Et ça, c'est un entraînement, c'est l'entraînement de la neuroconnectique. Alors, je me permets de rebondir, parce qu'on en avait parlé un petit peu avant cet enregistrement. Quand on dit on est là, stade 2 de veille, Oui, donc émergence darwinienne, soudainement, à force d'essayer de stopper le blabla continu dans notre cerveau, de stopper les réactions automatiques. Ah, tel m'a dit ça, alors il faut que je dise si, émotionnel ou intellectuel, ou les deux mélangés. À force de stopper, en effet, il y a un mécanisme bien de référence à Donald Hebb en neurobiologie, en neuropsychologie aussi, Donald Hebb, pouvoir se dire, eh bien, à partir du moment où on va pouvoir ralentir ces expressions de soi mécaniques et explosives, on va pouvoir créer justement l'espace silencieux, l'espace où il n'y a plus le blablabla continu. Et donc, le moment vient où il va y avoir justement cet espace qui va grandir. Ce que tu viens de dire, Serge, et qui reprenait donc le mécanisme est bien évoqué par Amaury avant, ça va se développer de plus en plus. On va avoir une capacité à être de plus en plus devant l'autre, et au lieu de oh, comment ça, il m'a dit ça, ou bien ah, mais s'il dit ça, il faudrait que je dise ci. Il y a moins d'explosions émotionnelles, moins de réactions intellectuelles. Il y a plus un habitant qui habite. Et là, stade 2 de veille, c'est-à-dire euh, l'émergence darwinienne dans cette machinerie qui est souvent stoppée, d'un processus nouveau qu'on va appeler justement un auto-observateur, quelqu'un qui se réveille dans l'intérieur et qui observe, tiens, la machine dans laquelle je parle avec des gestes comme ça, corporels, ok, ou bien la machine dans laquelle je parle, dans laquelle j'existe, dit le mot ok, ah bon, l'autre qui dirait d'accord, l'autre qui dirait du coup, je ne sais quoi, ben celui-là, il est pareil là. Ici, le cortex cognitif, ou chez les grands singes, avec très vaniteux, on va appeler ça le cortex intellectuel, est en train de dire ok, bon. Et puis l'émotion qui va derrière, on attrape aussi l'émotion. Mais alors, Amaury, je t'invite à développer ta réflexion, parce que ce qui est très intéressant dans le propos qui nous a invités à tenir aujourd'hui, c'est de dire, bien, si je peux stopper ma machinerie qui parle dans tous les sens, corporellement et motivationnellement et intellectuellement, je peux aussi capturer l'autre dans sa machinerie corporelle, dans sa machinerie motivationnelle, dans sa machinerie intellectuelle et conceptuelle. Et là, je peux peut-être comprendre l'autre. Tu parlais de perception de l'autre. Je t'écoutais, et évidemment, je ne t'interrompais pas respectueusement, mais quelqu'un en moi disait, il aurait peut-être pu dire non pas perception de l'autre, mais compréhension de l'autre, parce qu'en effet, ça va plus loin, à mon avis. C'est tu rentres dans l'autre en mettant, en plaçant l'autre dans toi. C'est-à-dire, si j'étais cet autre, je me dis ah comme ça, et tu te dis oui, moi, il y a des moments où je suis ah comme ça, mais que se passe-t-il dans la machinerie dans laquelle j'habite? Et comme ça, je commence à comprendre ce qui se passe dans la peau de l'autre. Alors je rigole et j'apparte parce que j'ai stoppé plusieurs fois ma machine et j'ai auto-observé une mimique par rapport à la position de Serge. On était en même temps l'envie de me positionner de la même façon. La posture. La posture, pardon. Tu as parlé d'accompagnement, Serge, et je trouve que ça va vraiment dans la direction de la question que tu me poses, Danfield, et ce que tu proposes est une compréhension plus qu'une perception.
Encore une fois, j'utilise mon intérêt pour la neuroconnectique s'est manifesté. Ah, Skype, Skype me mouvemente devant tout le monde. Alors, tactique plus que stratégie, j'utilisais tactique est peut-être le mot le plus approprié. Mais étant dans une position professionnelle où je suis amené à, par exemple, gérer des gens ou gérer, pas forcément directement, mais on va dire gérer des problèmes qui impliquent un certain nombre de personnes et donc un certain nombre d'émotions et de réponses émotionnelles. L'apprentissage de l'auto-observation et donc l'apprentissage du stoppage qui mène justement à l'observation de l'autre, effectivement, me permet de développer une meilleure compréhension de l'autre, c'est-à-dire que je me mets vraiment à leur place. Et étape 1, c'est stoppage, écoute. Donc, par exemple, j'utilise beaucoup les méthodes on va dire, de silence où on laisse parler les gens, comme tu l'expliquais encore. Je le dirais un peu en termes de calmer un petit peu la machine, amourer la machine, respirer, écouter. Et j'expliquerai ça un peu comme peut-être un Moyen-Âge mathématique, en gros, des émotions qui peuvent aller en haut, en bas très très vite, et plutôt en termes de les pics et les pics dans les deux sens, qui sont probablement des exceptions, soit émotionnelles, soit motivationnelles. Ce ne sont pas les réactions. On sait que ce sont des pics qui ne sont pas forcément importants d'un point de vue mathématique. Donc, il y a ce Moyen-Âge. Donc, j'utilise énormément ces tactiques. Et plus j'utilise ces tactiques, plus en fait j'auto-observe, plus j'arrive à auto-observer à ces moments-là ce que ma machine, comment ma machine répond. Et donc il y a une espèce de, encore une fois, j'utilise beaucoup d'analogies mathématiques. Je m'excuse auprès des gens qui regardent, qui ne sont pas forcément mathématiciens, mais une croissance presque exponentielle de la progression. C'est-à-dire ça part lentement. Il y a une forme de malléabilité qui n'existe pas au départ, qui demande beaucoup de travail. Plus il y a de stoppage, plus il y a de stoppage. Et plus il y a de stoppage, plus il y a de l'auto-observation. Et plus il y a de l'auto-observation, plus il y a l'habilité justement de connecter. On commence à connecter du coup les différentes neurofonctions. Et la richesse en fait de l'observation se développe avec cette auto-observation. Donc, au départ, je parlais plutôt d'observer un son, enfin d'observer. Je parle d'observer là un mouvement de l'autre ou d'entendre un son qui vient de l'autre. Mais avec le temps et avec la pratique, la photographie qui était plus une dimension à la fois devient une photographie pleine, c'est-à-dire que je vais capter si par exemple je parlais d'un petit enfant qui va hurler un cri strident, je vais capter le son, mais je vais aussi prendre en photo le mouvement au moment du son et peut-être les traits physiques et la position dans l'espace, par exemple. Donc je vais augmenter la réalité, la perception. Donc là, je pars un petit peu dans tous les sens d'ailleurs, c'était prévu. Voilà, alors est-ce que ça aide un petit peu dans la direction que tu posais d'Anfield, mais Oui, ça aide et ça m'invite même à aller plus loin encore parce que j'ai envie d'en arriver au stade 3 de veille, à dire qu'à un moment donné, le petit enfant, alors, dans un premier temps, en effet, on peut se dire, je stoppe ma machine, biologique et psychologique, et là, en réaction à un petit enfant qui, par exemple, on est en train de discuter, puis finalement, il y a un petit enfant qui passe là, et puis, bon, c'est un peu agaçant, ou c'est le chat, ou on ne sait pas quel animal, bon, qui passe là, bon, puis ça nous perturbe. Alors, je suis en train de faire le filet monétaire, oui, c'est vrai, ça nous perturbe. Bah oui, il revient encore, ah, ça me reperturbe encore. Et évidemment, on va être mécontent vis-à-vis, enfin, on va être la machine biologique et psychologique dans laquelle nous habitons,
va manifester son mécontentement auprès du petit enfant, auprès du chat, mais soit de là, mais pas quelqu'un pour s'occuper là. Bon, c'est ça. Mais ce qui devient intéressant, c'est précisément à un moment donné, alors ça demande aussi, alors, on rentre aussi dans de la neurophilosophie, on va dire, se dire il y a peut-être une instance au-dessus. Alors, on peut se dire il y a les dieux de l'Olympe, où il y a la nécessité, où il y a on ne sait pas quoi. Mais en tous les cas, me vient maintenant, alors que je suis en train de discuter, cet animal-là, petit enfant ou chat, qui vient me troubler. Et au lieu de m'attaquer à cet animal-là, oui, c'est de sa faute, il me dérange, non. Peut-être me dire, il y a une force plus grande. C'est très proche de la philosophie des stoïciens, de l'école du portique, du manuel d'Épictète. Il me dit, bah, quand on a une force plus grosse, plus grande que soi, on ne peut pas se battre, donc il faut l'accepter, mais donc il faut comprendre. Prendre avec, comprendre. Et prendre avec, en l'occurrence, c'est de se dire, bah, puisque cette force m'amène à avoir ce chat ou cet enfant qui vient me déranger, je ne vais pas taper sur le chat ou jeter le chat par la fenêtre ou gifler l'enfant ou lui donner une grande fessée ou demander à quelqu'un occupez-vous-en. Non, mais plutôt me demander pourquoi, autrement on pourrait m'apporter un autre enfant ou un autre chat encore pire. De toute façon, c'est comme ça que fonctionne la vie. Donc c'est plutôt pourquoi y a-t-il une énergie en moi ou me traverse en moi qui amène à ce moment-là, comme si on était une pile de Volta, un électromagnétisme, qui attire à ce moment-là dans ma discussion, ça y est, je suis tranquille, je maîtrise absolument tout ce que je dis, je suis présent, l'autre est présent, on est ensemble. Voilà, donc j'ai réussi à expliquer à l'autre, voilà, je suis attentif à toi, et tu es attentif à moi, donc il commence à être vraiment relaxé, comme tu as évoqué la respiration, qui respire plus calmement, et moins nerveux, moins stressé, c'est tout cool. Et là, le chat qui arrive, et là, évidemment, quelqu'un en nous va se fâcher. Mais non, il faut se dire, il y a une force au-dessus qui est en train de me dire, ça y est, tu es en train de t'endormir, je te réveille. C'est comme un stoppage qui nous vient d'au-dessus, comme je disais, comme une pile de Volta, il y a une sorte d'électromagnétisme dans l'appareil, là, avec ces 100 watts, là, qui attire à ce moment-là, précisément à ce moment-là, l'élément perturbateur. Et quand on a évidemment compris ça, ce qui devient intéressant, c'est de se dire qu'on peut donc dompter notre propre machine, qui aurait tendance à dire mais poussez-moi cet élément, cet intrus, ce chat, cet enfant hors de mon écoute, qui me dérange quand je suis en train de parler. Mais ça va devenir plus intéressant quand on se dit, au lieu de manifester la colère vis-à-vis de cet enfant, je peux peut-être manifester même de la gentillesse. Peut-être même de lui dire, bah, tu veux venir avec moi pour parler aux gens qui nous écoutent? C'est prendre le chat sur les genoux. C'est-à-dire que je peux complètement changer ma neuroprogrammation. Parce que ça aussi, tout à l'heure, tu évoquais les éléments fondamentaux, j'allais dire fondateurs de la neurocognitive, mais il y a cette idée de se dire, tout comme en génétique, il y a des structures de gènes qui apparaissent à tel ou tel moment. C'est des travaux de Johann Gregor Mendel, donc des choix entre le petit pois jaune ou le petit pois vert, comment ça va produire un petit pois vert ou un petit pois jaune dans la suite du processus héréditaire. Et bien là, on pourrait dire qu'il y a une sorte, entre guillemets, hérédité d'un neuroprogramme, d'un neurosous-programme en nous, qui va conditionner à un autre neurosous-programme, et on a des cascades. Et ça, on a travaillé pendant des années là-dessus, et ces cascades, on s'aperçoit que c'est vraiment, tu peux avoir une conversation entière, tout est automatique. Je dis ceci, l'autre me répond cela, mais quand même, je réponds ceci, après je réponds. Ça en moi, ma machinerie biologique et psychologique, donc intellectuelle, va répondre, émotionnelle, motivationnelle, va répondre, et ma voix aussi va répondre, et je ne suis toujours pas là dedans. Je n'existe pas. Et pourtant, ça dure un quart d'heure, une demi-heure la conversation. Pendant un quart d'heure, une demi-heure, deux robots qui parlent ensemble sans s'habitant dedans. Donc ce qui devient intéressant, c'est en effet le moment où, soudainement, je réalise que je peux modifier cette neuroprogrammation. Donc je peux non seulement la stopper, ton propos à Maurice ce soir, d'aujourd'hui, parce qu'il y en a qui nous écoutent le matin ou l'après-midi, mais donc c'est l'idée de se dire qu'on peut stopper cette machinerie qui est en train de s'exprimer, et on peut même modifier, ça va très loin, la programmation. Donc on n'est plus dans un stade 1 de veille qui est un automate qui s'exprime sans savoir qu'il n'y a personne
dans l'avion, il n'y a pas de pilote, pilotage automatique. Ce n'est pas non plus un stade 2 qui est un stade passif, mais où on prend conscience, ça parle comme ça dans moi, il y a telle voix, mais non pas telle autre voix. Dans moi, il y a tel mouvement, et pas tel autre mouvement en moi, etc. Bon. Mais là, il y a un troisième stade qui s'éveille, qui est intéressant, qui est un stade actif, où là, on peut modifier la programmation. Et donc, je conclue là-dessus par rapport à ce que tu disais, Amaury, un peu avant. Je me trouve devant autrui, j'ai pu prendre conscience de comment fonctionnait l'autre, j'ai pu percevoir, voire même comprendre le fonctionnement de cet autre, au lieu de lui rentrer dedans ou de me sauver, oh là là, je vais m'adapter à cet autre, mais mieux encore, je peux l'amener à prendre conscience de lui-même. J'étais en train en t'écoutant, de penser à ce concept de programmation. Et ce qui s'est pensé en moi à ce moment-là, c'était 2 étapes. L'une de déprogrammation, suivie d'une étape de reprogrammation. Parce que la façon dont j'ai pu auto-observer, du coup, cette fois-ci, ma propre machine, dans ces moments où il y a presque une sensation de choix émotionnel, presque de choisir la compassion par rapport à l'énervement, si je devais simplifier. Il y a un rappel, on parlait de mémoire plutôt, il y a un rappel en la machine. C'est très très rapide. C'est très très rapide. Rappel de la machine d'avant, qui aurait je me rappelle du programme de la machine d'avant finalement, et je me rappelle de justement ce choix de réponse, soit de repartir sur ce programme, mais de façon plus, on va dire, active, c'est-à-dire contrôlée. C'est-à-dire je continue ce comportement, mais c'est vraiment moi, qui décide de continuer ce comportement, de continuer dans ce comportement, ou alors de partir dans l'opposé, parce que le pilote n'était pas très satisfait par exemple, du comportement de la machine avant. Donc c'est une séquence qui se passe en quelques millisecondes, hein, je pense vraiment très très rapidement. Mais il y a cette sensation de mémoire, ce stoppage qui me rappelle la mémoire, la prise de décision, une forme de décision 1 ou 2, et d'action. Voilà, ça me rappelait ça. Et puis juste avant, tu évoquais la modélisation mathématique, et il est vrai, comme tu le disais, qu'il y a des hauts et des bas, des pics, et plus on est dans la capacité, alors c'est vrai que c'est très interpellant à décrire, plus on est dans la capacité de se rappeler de soi, donc rappel de mémoire, et seulement cette mémoire à ultra court terme qui nous permet d'être conscient de nous-mêmes en train d'exister, tout simplement, plus on va, tu l'as un peu dit, et Serge avait évoqué ça aussi, cette notion donc, de pics qui vont être un peu moins sinueux, hein, on va dire, un peu moins sinueux, un peu moins en pic, un peu plus en plat. D'ailleurs, je me souviens vaguement d'une étude qui avait été réalisée il y a très longtemps, peut-être dans les années 1960, sur les cerveaux. Alors, il y avait des gens qui étaient, c'est pas genre, j'espère qu'on va pas me taper dessus, le chauffeur-livreur. Oui, espèce de, va te faire, là, pousse ton camion de là. Bon, donc ça, oh là là. Puis à côté du chauffeur-livreur, il y a plutôt le professeur d'université qui est là, tranquillou. Et on va observer leur cerveau. Et le premier, il a un cerveau comme ça. Et l'autre, il a un cerveau, on demande s'il est mort, presque en calme plat. Mais finalement, oui, il y a un peu de cette vérité, c'est-à-dire que la modélisation mathématique va nous montrer ça, mais surtout, c'est ce que je voulais ajouter, c'est que là, on est devant un processus étrange, si je puis dire, étranger, inhabituel. C'est que lorsque, comme tu viens de le dire à l'instant, tu peux te trouver devant quelqu'un qui te sème un problème et tu te dis consciemment, puisque tu te réveilles à toi-même, et tu dis, bon, la colère montait en moi, mais l'autre, il faut vraiment que je sois en colère, alors je vais accentuer ma colère, ou bien, à contrario, ce dont on parlait avant, ce que je disais aussi, on peut calmer la colère, mais que soit consciemment j'accélère, j'amplifie, ou consciemment je décélère, j'atténue, ce qui se passe, c'est qu'on est devant un processus qui est vraiment inhabituel, c'est-à-dire que
c'est comme si on avait presque le calme plat dont je viens de parler, mais nous décidons de créer des pics, et parfois des grands pics, haut en bas, très intenses, très piquants, nous-mêmes. Et c'est ça qui devient très intéressant parce que pouvoir, avec le temps qui s'écoule, des mois, des années, puisque tu évoquais, alors, on a dépassé les 9 mois d'entraînement neuroconnecticien pour toi, et donc à partir de là, tu peux dire que c'est comme un accouchement, tu peux dire, ah oui, j'ai vraiment conscience de tout ce qui se passe en moi, toutes les modifications grâce à ce cours de neuroconnectique, grâce à ces travaux dirigés de neuroconnectique. En tant que neuroconnecticien, j'ai matière pour piloter ma machine biologique et psychologique de façon vraiment interpellante. Et là, justement, c'est l'occasion de s'apercevoir cette possibilité, en prenant ta modélisation mathématique, de créer soudainement des pics qui n'existent pas, qui ne sont pas dans la programmation de base, mais que toi, tu crées. Tu crées une programmation nouvelle, on est en stade 3 de veille. Je vais juste ajouter, j'en ai parlé il y a 2 jours avec une de mes étudiantes dans un groupe. Et je parlais de ça justement parce que lors d'une conversation, elle a prononcé un mot, et ce mot vers un autre, un homme, donc c'est une femme, elle prononce un mot vers un homme, et l'homme s'offusque. Comment tu prononces ce mot? Oh là là, c'est pas possible, c'est pas moi, pourquoi ça? Et elle a la réaction de l'automate. Dans un premier temps, elle répond. Ensuite, on en rediscute, donc dans un tutorat, on en discute, et je lui dis, bah, non, on n'agit pas comme ça, on ne va pas contre l'autre déjà, et on est avec. Et si tu étais en observation, auto-observation, si tu étais très présente à ce qui se passait, il y aurait eu une décision en toi qui aurait été de dire, ah ben non, là, je ne vais pas répondre, je vais laisser passer un peu de temps, et à un moment ou à un autre, dans la journée ou 2 jours plus tard ou une semaine plus tard, viendra l'opportunité de pouvoir reparler avec cet homme, et de donner et de donner l'idée pourquoi à ce moment-là on a parlé comme ça. Et je lui ai dit, et là c'est une porte d'entrée vers la sagesse. C'est vraiment une porte d'entrée pour nous-mêmes, aussi pour l'autre, parce que l'autre se rend compte, hein. Il faut pas croire que l'interlocuteur ne se rend pas compte. Si, si. Même si c'est pas tout de suite, il se rend compte. Et donc c'est vraiment, voilà, je voulais dire ça, parce que c'est Alors, quand tu parles de la sagesse, je ne peux pas m'empêcher de sortir mon petit Robert. le vieillissement du cerveau. Le professeur Robert avait donné des cours il y a quelques années, et notamment, il évoquait justement la sagesse. Qu'est-ce que c'est? C'est quand il y a un vieillissement du cerveau. Alors, vieillissement du cerveau, ça veut dire, je rentre un peu dans la biologie, c'est des connexions entre des neurones, des synapses, qui vont être, par exemple, avec une plus grande distance, donc une plus grande distance entre le neurone qui est avant la synapse et celui qui est après, donc présynaptique et post-synaptique. Donc ça veut dire qu'il y a un espace plus grand, donc il n'y a pas forcément la bonne recapture des neurotransmetteurs. Ça veut dire aussi que les neurones, en tant qu'eux-mêmes, en tant que tels, dans un groupe de neurones, par exemple, ils vont se séparer, ils vont s'éloigner. Donc ça, c'est le vieillissement. Mais en même temps, le vieillissement, in fine, en définitive, ça veut dire un ralentissement, forcément, puisque, comme je disais, il y a des neurotransmetteurs qui n'arrivent pas tout à fait dans les protéines cibles, les protéines réceptrices. Il y en a d'autres qui n'arrivent pas à être bien recapturées. Comme il y a plusieurs neurones en couche, et puis finalement, ça n'arrive pas forcément aux bons neurones. Ouh là 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 là. Bon, donc, on va dire, ça, c'est le mauvais côté, le mauvais aspect du vieillissement. Mais le bon aspect, c'est que justement, il y a ce ralentissement. Et ce ralentissement, c'est intéressant, un ralentissement à Schumann, eh bien, le ralentissement, c'est aussi précisément pouvoir, ce que disait Serge, ce que tu disais, revenir après. Et c'est vrai que quand on est un petit enfant, qu'on n'a pas
cerveau myélinisé, c'est-à-dire on pourrait dire la couche d'huile, entre guillemets, qui accompagne les bras des neurones qu'on appelle les axones, donc qui va être en capacité de nous accélérer la pensée, comme on est un petit enfant, où c'est blanc ou c'est noir. Hein. Le gris et les nuances de gris, on ne comprend pas. Donc tout ça, c'est boum, boum, boum. C'est rapide, mais finalement, c'est pas habité du tout, d'une part, et d'autre part, c'est rapide, entre guillemets, en fait, c'est lent. Au niveau de la neuroprogrammation, c'est un mécanisme, puis un autre mécanisme. Alors que plus tard, justement, ce qui va se produire, c'est qu'on va être capable de réaliser qu'on pourrait aller ici ou là-bas, mais finalement, on va beaucoup plus vite penser, envisager toutes les possibilités, et donc on va avoir une réaction, mais qui sera la bonne. Ce sera justement plus tout à fait ce que tu disais, Serge, avant, ce sera plus tout à fait une réaction au sens réactif, mais plutôt une action, et une action habitée. Exact. C'est ça la différence. Exact. C'est ça. C'est très satisfaisant d'ailleurs comme sensation. Enfin, moi, cette action habitée, ça donne vraiment la sensation par exemple, il y a des décisions, l'illusion d'une décision, pas forcément une décision active, dont j'ai la mémoire de moi en n'étant pas en stade 3, où il y a la fameuse cogitation post-décision, on dira j'aurais pu, alors que ce stade de veille permet finalement d'être presque content de soi en disant j'ai pris la bonne décision, c'est la décision consciente et pleine par rapport à une décision pas tout à fait informée qui demande après une réflexion post-décision. Donc c'est vraiment très satisfaisant. Enfin, ça donne la sensation, en tout cas émotionnelle, je dirais, de presque de plénitude. Donc il y a un peu c'est presque une forme de zen, car j'irais presque jusqu'à dire il y a une forme de zen. Oui, c'est ça. Alors, quand tu évoques le zen, justement, j'avais une discussion avec Serge sur la question, parce qu'il y a deux écoles, Soto et Rinzai, dans le zen. Et ce qui est très interpellant, c'est qu'il y a une des deux écoles qui va te dire tu es devant un mur blanc, tu es assis, tu ne bouges pas. Si tu as mal aux jambes, c'est pas grave. Et si tu as l'impression de voir une ombre ou quelqu'un qui bouge, c'est pas grave, tu coupes. Tu as une émotion qui te traverse, tu coupes. Tu as une réflexion, blablabla, tu coupes. Simplement que l'autre école te dit oui, mais ça c'est le début. Et à un moment donné, il ne faut plus couper, parce que si tu coupes, tu n'es plus qu'une espèce de zombie, peace and love. Tu ne fasses plus rien, tu ne peux même pas aller travailler, tu ne peux même pas avoir une famille, enfin, c'est un zombie. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une sensation, donc on jette une grosse lumière devant toi. Au début, vous voyez, tu es hypnotisé par la grosse lumière, puis soudainement, et de plus en plus, en essayant de te connecter neuronalement, eh bien, tu vas prendre conscience de toi, hypnotisé, entre guillemets, souvent parce que de plus en plus, tu es de moins en moins hypnotisé, par cette grosse lumière. Pareil par un son, pareil par la voix de l'autre qui te parle. Et puis après, on peut se dire qu'on est aussi hypnotisé par l'émotion de l'autre qui veut te convaincre. Et bien pareil, tu te réveilles dans l'appareil, tu dis, oula, bon, ok. Et puis pareil, par la raison, parce que la réflexion de l'autre est peut-être surprenamment intéressante, tu écoutes et tu as oublié toi-même. Et soudainement, progressivement, à force de stoppage, tu retrouves toi-même. Et tu te dis, oui, c'est très intéressant, mais en même temps, je retrouve mon esprit critique, ma capacité de vigilance lucide, intellectuelle. Voilà, c'est aussi intéressant à considérer. C'est juste de la neuroconnectique. Oui. Voilà, on a couvert un peu la thématique, enfin en tout cas les éléments de la thématique auxquels je pensais. J'espère que ça aura du sens
Mon cerveau étant très, très particulier. Je dirais que c'est très multifonctionnel parce que c'est ça aussi qui développe, qui manifeste certains types d'intelligence, que tu as beaucoup de gens qui sont juste capables de raisonner sur un domaine, puis tu as d'autres qui arrivent à 2, puis à 6, puis à 15 domaines. Et évidemment, quand on a une quinzaine, bah, tu te promènes de l'un à l'autre. Et la difficulté à ce moment-là, c'est presque le contraire, c'est d'être suffisamment analytique pour garder une terminologie objective pour qu'autrui nous comprenne bien. Mais sinon, au contraire, c'est très riche de se promener d'un domaine à un autre, à un énième. Et donc là, bon, l'approche de la perception d'autrui en neuroconnectif, je pense qu'on a à peu près résumé. Donc, Oui. permettre, si vous l'acceptez tous les deux, de clore le débat, du moins pour l'enregistrement, et en disant à celles et ceux qui nous écoutent, eh bien, ravi d'être avec vous et ravi de recevoir vos messages. Il y a toujours en tête de notre chaîne une adresse mail, on dit au Canada une adresse de courriel, donc écrivez-nous. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Et puis le petit pouce aussi. Et puis écrivez-nous, et c'est plus important, écrivez-nous. On a hâte de vous connaître. À bientôt. À bientôt, merci.